dans le cadre de des dispositions particulières, Netanyahou reste chef du Likoud. Il restera donc un pied dans la politique, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui empêchera l'éclatement du gouvernement Bennett. D'ailleurs, ce dernier Bennett, le Premier ministre, a tenu compte de tous ces rumeurs parce que, a-t-il précisé, le gouvernement d'Israël est en train de travailler et continuera à travailler tranquillement jour après jour pour le plus grand bénéfice des citoyens du pays. Comme chaque lundi, nous allons ouvrir une page politique avec Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors, nous allons bien entendu revenir sur ce qui est, on va dire, le développement politique le plus important de ces derniers jours. Il s'agit bien entendu de cette proposition d'accord, de plaidoyer entre le parquet, entre Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement, et Binyamin Netanyahou. Alors, je voudrais que l'on essaye de mesurer, on va dire, les implications que pourrait avoir un tel arrangement sur la vie politique israélienne, sur la classe politique israélienne. Est-ce que vous pensez d'abord, par exemple, que cela peut remettre en cause la durée de vie, ou en tout cas affecter la durée de vie de l'actuel gouvernement Bennett-Lapid? Écoutez, c'est l'une des questions, évidemment, les plus directement politiques et pas seulement juridiques et personnelles qui se posent autour de ces tractations qui en fait, ont déjà commencé, qui sembleraient assez avancées. Car évidemment, il y aurait des conséquences politiques en cas d'accord, sur lesquelles d'ailleurs on reviendra peut-être après. Et contrairement à ce que certains experts avaient avancé, alors qu'on n'en savait pas trop sur cet accord, eh bien, on avait dit à l'époque que cela impliquerait, si Netanyahou se retirait de la vie politique et se retirait de la direction du Likoud, cela impliquerait forcément l'éclatement quasi immédiat de la coalition Bennett, pour la simple raison que le Likoud étant dirigé cette fois-ci par un autre leader que Netanyahou, eh bien, les partis de droite siégeant dans la coalition, Yamina, le parti Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar et aussi peut-être le parti de Lieberman, eh bien, rejoindraient le nouveau Likoud pour reformer l'axe bien connu qui a gouverné Israël pendant longtemps avec les partis orthodoxes. Et donc, cela ferait voler en éclats ce gouvernement qui ne repose que sur une seule voie de majorité, avec cette alliance hybride et dangereuse entre donc les partis sionistes, les partis israéliens classiques et le parti islamiste Mansour Abbas, RAM. Et donc c'était la thèse qui jusque-là prévalait. Et bien évidemment, elle se tient d'une certaine manière, mais aujourd'hui, les choses pourraient ne pas se dérouler de cette manière, tout simplement parce que il y aura ce deal, cet accord va prendre du temps, et dans ces nombreux paragraphes, ces nombreux aspects, le fameux processus de mise à l'écart de la vie politique qu'exigera le parquet et la justice israélienne, mise à l'écart de Netanyahou au niveau de la vie politique, n'impliquerait pas forcément d'abord au niveau de la durée, actuellement c'est 7 ans de mise à l'écart, peut-être que ce sera le double puisqu'il y a un projet de loi qui a été proposé pour que ce soit 14 ans en cas de suspicion, d'inculpation pour corruption et pas forcément de condamnation. Mais même si on arrivait à un tel accord, il se pourrait que donc dans le cadre de des dispositions particulières, Netanyahou reste chef du Likoud. Il restera donc un pied dans la politique, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui empêchera l'éclatement du gouvernement Bennett. D'ailleurs, ce dernier Bennett, le Premier ministre, a tenu compte de tous ces rumeurs autour de cet accord et de ce que cela pourrait impliquer pour sa coalition. Et hier, à l'ouverture du Conseil des ministres, en début de semaine, dimanche, il a déclaré ceci, une petite phrase intéressante: les commentateurs politiques peuvent rester tranquilles en ce qui concerne leurs spéculations. Ils peuvent aussi, cesser de se faire du souci parce que, a-t-il précisé, le gouvernement d'Israël est en train de travailler et continuera à travailler tranquillement jour après jour pour le plus grand bénéfice des citoyens du pays. Donc Bennett a affiché, je dirais, une certaine sérénité malgré tous ces remous en quelque sorte, parce que tout n'est pas joué et les détails très compliqués, je dirais, d'un tel accord ne sont pas encore connus.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous dites que Benjamin Netanyahu pourrait rester à la tête du Likoud, mais dans le cas où effectivement, disons, il est contraint de quitter le Likoud, est-ce que vous avez le sentiment d'abord que le Likoud peut rester uni derrière un autre candidat, un autre président, autre que Benjamin Netanyahu, ou alors c'est irrémédiablement, on va vers une explosion du parti? Écoutez, c'est une bonne question parce que c'est véritablement un des enjeux du départ, une des conséquences du départ éventuel de Netanyahou serait la survie du Likoud. Et si on s'en tenait à la guerre des longs couteaux qui a déjà commencé entre les différents candidats potentiels, en tête desquels arrive Nir Barkat, un sommaire de Jérusalem, qui devance vraiment tous ses rivaux de manière très très nette. Le Likoud, sous sa coulpe, disposerait de 29 sièges, de 30 sièges actuels, donc il serait le successeur désigné pour le Likoud, mais je parlais des longs couteaux parce qu'entre les différents barons du Likoud et les candidats qui le suivent de très loin, si on devait prendre une photo, comme on dit en hébreu, d'aujourd'hui de la cohérence interne du Likoud, on pourrait se poser cette question: est-ce que le Likoud va survivre au départ encore non décidé, non dans les actes de Netanyahou? C'est une bonne question, mais je crois que faut faire la part des choses entre ce qui se passe maintenant, et dans la mesure où chaque candidat a l'impression qu'une porte pourrait s'ouvrir pour lui, et ce qui se passera demain quand le grand chef sera plus là et que son ombre, je dirais, se projettera encore sur la scène politique, même s'il n'est plus vraiment là. Je crois que les barons et les hostilités risqueraient de prendre fin pour l'intérêt du Likoud et pour sauvegarder le Likoud, même si c'est derrière un personnage qui n'a pas encore fait l'unanimité, en tout cas au niveau de la haute hiérarchie du Likoud, Nir Barkat, même si ce candidat a l'air le mieux placé pour apporter presque autant de sièges au Likoud. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur un autre point qui n'est pas directement politique, mais qui est plutôt juridique. Qu'est-ce que l'on peut déduire de cette tentative d'accord de compromis ou de plaidoyer entre le parquet et Benjamin Netanyahou? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le système juridique israélien? Est-ce que finalement ce système ne se révèle pas dans toute sa faiblesse? On l'a vu à travers par exemple le fait que Nir Hefetz, le témoin à charge, n'ait pas apparemment donné satisfaction au niveau des parties civiles, qu'il ait été lui-même forcé à témoigner contre son ancien patron, que la justice a investi des dizaines de millions de shekels pour essayer d'inculper Benjamin Netanyahou, et au bout du compte finalement tout cela se termine dans une sorte de queue de poisson avec un compromis sous prétexte que cela peut durer longtemps, que on va dire la justice israélienne est tellement lente qu'il faut absolument arriver vers un compromis. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis sur la on va dire la santé on va dire de la justice israélienne? Écoutez, ça en dit long, c'est un sujet délicat. D'ailleurs, il y a un événement hier assez intéressant qui met les pieds devant le plat certains éléments de réponse à votre question. C'est que l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, qui était l'initiateur de la fameuse révolution juridique d'Israël dans les années 80-90 et qui, ce qu'on appelle le superactivisme judiciaire, la Cour suprême s'est mêlée de tous les sujets. Et ça a créé un grand malaise dans le pays. Il y a une perte de confiance des citoyens vis-à-vis de cette Cour suprême très engagée. Et bien, le même Aaron Barak, de manière peut-être assez surprenante, a déclaré hier que lui, il soutenait un tel accord parce que, a-t-il dit, cela obligerait Netanyahou à reconnaître ses torts, à reconnaître qu'il était allé trop loin, et puis surtout cela protégerait, à supposer Barak, ça protégerait le parquet contre de nouvelles accusations qui avaient été formulées par Netanyahou et qui sont allées très loin, puisqu'il a mis en cause des personnes particulières, comme l'ancien procureur général. Et donc, si vous voulez, c'était assez surprenant de voir Aaron Barak considérer que justement, compte tenu de tous ces dysfonctionnements que vous signaliez du système juridique et politique israélien, le fait que la Cour suprême se mêle de tout et qu'elle n'a fait que
vouloir diriger le pays. C'était ce que certains ont appelé le gouvernement des juges pendant 20 ans en Israël. Le fait est que cette prise de position montre que on restera encore dans un système bancal. Le parquet aura sa revanche dans la mesure où donc Netanyahou ferait amende honorable sur ces accusations, et aussi où l'image de la justice israélienne serait préservée de nouvelles attaques une fois son principal ennemi, à savoir Netanyahou, je dirais mis de côté ou neutralisé. Oui. Mais cette recette-là, d'abord, il n'est pas sûr qu'elle soit de bon goût, et il n'est pas sûr qu'elle marche. Et cela va dépendre, encore une fois, de toutes les conditions que les avocats de Netanyahou sont en train d'étudier avec les juristes du parquet et les juristes du procureur général Mandelblit. Et donc, en fait, on est encore dans l'incertitude. Et la résolution de l'affaire Netanyahou ne va pas, je dirais, en quelques semaines, résoudre toutes ces pesanteurs et tous ces problèmes des rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique en Israël, et le rôle quelquefois nauséabond de la police. Tout cela ne va pas se résoudre, même si effectivement le cas Netanyahou, une espèce d'accord, c'est quand même un accord sans précédent. Il mettra en exergue les problèmes dont vous parlez, mais il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup de patience et d'autres acteurs politiques et juridiques pour pouvoir les résoudre. Alors, je voudrais que l'on change de sujet et que l'on revienne sur un sujet qui a suscité la polémique la semaine dernière. S'il s'agit bien entendu de ce qui se passe dans le Negev avec les efforts de plantation d'arbres investis par le KKL à la demande du gouvernement israélien pour tenter de limiter une forme d'expansionnisme des Bédouins du Negev. Ça a provoqué des émeutes, ça a provoqué une tension au sein de la coalition gouvernementale. Vous pensez que le parti Ra'am se sent tout puissant au sein de cette coalition ? Écoutez, c'est une tautologie, c'est même pas une question. Il y a eu cette petite phrase du chef de RAM, Mansour Abbas, dont je parlais à l'instant, qui avec 4 députés à la Knesset fait la loi dans le gouvernement. Il a dit quelques mots qui font frémir. Le Negev, c'est RAM, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le Negev, c'est nous qui le décidons. Et si vous voulez, il faut quand même noter que c'est quand même sans doute la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un mouvement général nationaliste, et je dirais presque sécessionniste, comme celui auquel on a assisté la semaine dernière, pousse les autorités politiques et aussi l'autorité qui gère le patrimoine terrien à annuler des plantations en ce jour, puisqu'on est le jour de Touj B'Shvat. C'est finalement une reculade considérable. Alors, si vous voulez, il faut aussi noter que c'est d'autant plus grave que ce n'est pas une polémique sur tel ou tel lopin de terre ou ensemble de terre qui appartiendrait à une famille ou à tel individu ou groupe d'individus. Le mouvement auquel on a assisté la semaine dernière, c'est un mouvement général qui n'est pas, comment dirais-je, visible sur le cadastre, puisqu'en fait, on n'a pas réclamé tel ou tel champ, tel ou tel lopin de terre. Les Bédouins sont sortis pour manifester contre, contre l'État d'Israël, pour proclamer que tout le Negev leur appartenait. Et l'écho donné par RAM à cette manifestation montre qu'il y a vraiment le loup est dans la bergerie d'une certaine manière. Il y a des gens qui pensaient que oui, c'était le prix à payer pour la coalition Bennett, mais là les choses sont allées extrêmement loin. Surtout que cela s'inscrit dans une dynamique d'éventuel démantèlement soft et non armé, pas forcément armé, de région par région. Aujourd'hui le Negev, demain le Galilée, sans parler de la Judée-Samarie. En plus, la Judée-Samarie, il y a le rôle du Hamas, et puis les villes mixtes qui se sont dressées, je dirais, tout ensemble derrière les Palestiniens l'été dernier lors de la dernière opération militaire de Gaza, à Lod, à Yafo, à Ramla et je dirais à Ramleh, pardon, et à Acre. Et donc on voit bien qu'il y a une dynamique ici extrêmement dangereuse pour l'État d'Israël, surtout, ajouterais-je, que cette dynamique reçoit des encouragements de certaines forces politiques israéliennes. Alors un parti qui siège au gouvernement, Meretz, dont l'un des vice-ministres de l'économie, Yair Golan,
non seulement il est allé sa nouvelle petite phrase en soutenant le combat, comme il a dit, justifié selon lui des Bédouins du Negev, mais qui s'est rendu sur place pour soutenir les émeutiers face à la police israélienne qui reçoit les ordres de son propre gouvernement. On est dans un absurde. Il y a aussi l'attitude ambiguë de Yair Lapid qui tout de même a demandé de suspendre effectivement l'implantation. Des positions sionistes, vice-premier ministre qui va remplacer en principe, si le gouvernement Bennett tient jusque-là, donc le Premier ministre Naftali Bennett, normalement à l'automne 2023, Yair Lapid a été le premier à reculer, à accepter qu'on annule les plantations d'arbres pour calmer le jeu. Voilà. Donc si vous voulez, on est dans un théâtre d'ombre où oui, la force, la petite force de Ram, qui n'a que 4 députés à la Knesset, mais qui a une voix essentielle pour maintenir une voix d'avance seulement au Parlement israélien, vérifie ce dicton que c'est ce qu'on appelle la dictature de la minorité. Et quelle minorité, puisque c'est une minorité d'un parti islamiste qui a refait à nouveau parler de lui. Il y avait eu la loi sur l'électricité il y a 2 semaines, justement des Bédouins du Negev, qui pouvaient chaque semaine et sa loi, et chaque semaine et ses problématiques. Merci beaucoup Richard Darmon d'avoir accepté de commenter l'actualité politique brûlante de cette semaine, de ces derniers jours en Israël.